Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus à notre chaîne Finances saines pour tous, dont le but est de partager de l'information financière avec les entrepreneurs en vue d'améliorer la rentabilité de notre entreprise, de votre entreprise. Nous avons communiqué la semaine dernière sur le calcul du coût de revient et sur la détermination du prix de vente. Le but de cet exercice, c'était de pouvoir améliorer la rentabilité de l'entreprise en agissant sur deux facteurs, soit sur le prix, soit sur la réduction des coûts. Idéalement, il vaut mieux agir sur les deux facteurs pour avoir une amélioration beaucoup plus optimale, c'est-à-dire un ajustement des prix qui permet d'être compétitif et une amélioration des coûts qui permet d'améliorer la rentabilité. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'effet de ce type d'ajustement ou de ce type d'intervention sur les résultats de l'entreprise. J'ai l'habitude de penser qu'il est extrêmement important pour une entreprise d'agir comme un individu, comme un enfant qui va à l'école, qui a besoin d'un bulletin de notes pour visualiser son évolution. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est quels sont les éléments qui peuvent être intégrés dans le bulletin de notes d'une entreprise, sachant qu'au niveau d'une école ou d'une université, il y a un département dédié, mais au niveau de l'entreprise, ce n'est pas forcément le cas, les règles ne sont pas forcément définies dans ce qui rentre dans un bulletin de notes. On a par défaut les états financiers qui comprennent l'état des résultats de bilan, et les bénéfices non repartis, mais il y a d'autres indicateurs qui peuvent permettre d'évaluer les performances de l'entreprise. Donc, nous allons parcourir quelques-uns de ces indicateurs et ce sera à vous de juger si vous décidez ou pas de l'intégrer dans le tableau de bord ou dans le bulletin de notes de votre entreprise. Il s'agit en fait des différents ratios financiers. Nous avons regroupé en 4 catégories. La première catégorie, c'est les ratios de levier financier. Le premier, c'est le ratio des capitaux d'emprunt versus les capitaux propres. Le but ici, c'est d'évaluer la proportion de l'apport de l'entreprise par rapport à ses emprunts. Donc, le calcul consiste à dire, je prends le total du passif et je divise par les capitaux propres. Idéalement, il vaudrait mieux qu'on ait moins de passifs que de capitaux propres parce que plus ces passifs sont élevés, cela signifie, lorsque vous avez besoin d'un financement, que votre entreprise est basée essentiellement sur des emprunts que vous avez fait ailleurs et pas forcément sur ce que vous avez mis personnellement dans votre entreprise. Donc l'objectif ici, c'est d'évaluer votre implication à l'intérieur, votre implication financière par rapport à votre entreprise. Donc c'est un ratio qui est surveillé par les banquiers. On l'a vu lorsqu'on parlait du plan financier vu par les banquiers. L'autre ratio également qui est observé par les bailleurs de fonds, c'est le ratio d'endettement. Ici, il s'agit du total des passifs sur le total de l'actif. Donc, quelle est la partie de l'entreprise qui est financée par les créanciers? Est-ce que les actifs de l'entreprise ont été essentiellement financés par des dettes? Donc, c'est le but de l'exercice à ce niveau, de calculer le ratio d'endettement. Il est également utilisé par des individus lorsqu'ils ont besoin d'un financement de prêt hypothécaire, d'un financement de prêt de véhicules. La banque calcule ce ratio d'endettement pour voir si les actifs de l'individu ou de l'entreprise sont essentiellement financés par des passifs, c'est-à-dire par des emprunts. La deuxième catégorie de ratios que nous allons observer et que nous pouvons décider d'intégrer dans notre bulletin de notes d'entreprise, ce sont les ratios de liquidité. Il est ici question de savoir est-ce que l'entreprise a suffisamment de fonds pour pouvoir rembourser ses dettes à court terme. Donc, le premier, c'est le ratio de fonds de roulement, c'est-à-dire actif à court terme sur passif à court terme. Idéalement, il vaudrait mieux que ce soit supérieur à 1, ce qui permettrait de constater qu'on a suffisamment d'actifs à court terme pour être capable de rembourser son passif à court terme. Le deuxième, c'est le ratio de trésorerie.
La différence avec le précédent, c'est que lorsqu'on parle de ratio de trésorerie, on évalue également les actifs, mais à ce moment-ci, on parle d'actifs disponibles. Donc, on a exclu les stocks parce que les stocks, c'est vrai, sont disponibles, mais la capacité à pouvoir liquider le stock est beaucoup plus difficile que la capacité à pouvoir récupérer les créances clients ou la capacité à pouvoir récupérer de la trésorerie qui est disponible dans un compte bancaire. Donc, c'est pour ça qu'on a exclu les stocks dans le calcul du ratio trésorerie parce que le stock, il a une valeur, mais cette valeur-là peut différer de façon considérable lorsqu'on évalue le stock. Il peut être évalué au cours historique, mais le produit peut être périmé, peut être désuet et la valeur qu'on a évaluée risque de ne pas être forcément la valeur de revente au final. Donc, c'est pour ça qu'on exclut le stock lorsqu'on calcule le ratio de trésorerie. Est-ce qu'on est capable de payer ses passifs à court terme avec sa trésorerie disponible, c'est-à-dire les créances clients et essentiellement le montant disponible dans le compte bancaire, parce que ça c'est de l'argent frais, on dirait. Troisième catégorie de ratios, c'est le ratio de rentabilité. C'est pour ça qu'on crée l'entreprise. On a dit dans d'autres vidéos que le but d'un entrepreneur, c'était de créer de la richesse. On crée une entreprise parce qu'on veut réaliser du profit. Donc les ratios de rentabilité permettent de s'assurer qu'on est en train de réaliser le profit. Il faut, je ne l'ai pas dit au début, retenir aussi que lorsqu'on utilise ces ratios-là, c'est dans le but de comparer l'entreprise à elle-même d'une année à l'autre ou d'un mois à l'autre et également de pouvoir comparer l'entreprise à d'autres entreprises du même secteur dans le même environnement. Parce que si on se base uniquement sur des valeurs absolues, ce n'est pas assez significatif. Le chiffre d'affaires qui a augmenté ou le bénéfice qui a augmenté de 1000, de 10 000 ou de 100 000 dollars, ce n'est pas forcément significatif. Mais quand on calcule le ratio, ça permet quand on calcule les ratios, ça permet véritablement d'avoir une comparaison beaucoup plus réaliste. Est-ce que ça a augmenté de 1%, de 2% ou de 10%? Donc c'est pour ça qu'il est important d'utiliser ces ratios-là. Au risque de me répéter, le bulletin de notes d'un enfant, on le compare, on affiche ses notes et par la suite, on affiche la moyenne de la classe. Donc, c'est le même principe pour une entreprise. Il faut se comparer à soi-même et il faut également se comparer aux autres entreprises du secteur. Et la meilleure façon de faire ces comparaisons, c'est d'utiliser des ratios. Donc, au niveau des ratios de rentabilité, on en a quatre. Le premier, c'est la marge bénéficiaire nette, qui permet de calculer le bénéfice net après impôt sur le chiffre d'affaires. Le but ici, c'est de savoir chaque dollar que je gagne en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui me rapporte en termes de bénéfice net après impôt au final. Ça, c'est le but de l'exercice parce que, comme je l'ai dit tantôt, se baser uniquement sur la valeur absolue, le chiffre d'affaires qui augmente, mais est-ce que ça fait augmenter forcément mon bénéfice? C'est pour ça qu'il est important de calculer sa marge bénéficiaire et ne pas se contenter uniquement d'analyser une augmentation de chiffre d'affaires. Et on insiste sur le bénéfice net après impôt parce que si on prend le bénéfice avant impôt, il y a un impôt à payer et l'impôt ne vous appartient pas. Donc c'est important de calculer sa marge bénéficiaire nette qui est basée sur le bénéfice après le paiement de l'impôt. Rendement des capitaux propres. Ça aussi, c'est un autre ratio qui peut être important pour un investisseur, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre qui investit dans votre entreprise ou vous qui avez investi dans une autre entreprise. Vous avez mis vos capitaux. Qu'est-ce que les capitaux que vous avez mis dans votre entreprise ou dans une autre entreprise vous rapportent au final en termes de bénéfices nets après impôt? Donc l'idée, de la même façon, c'est de pouvoir comparer le rendement qu'on a dans une entreprise par rapport à une autre. Si je vais investir dans deux entreprises différentes, en comparant les rendements des capitaux propres, ça pourra me permettre de dire, en mettant mes avoirs dans l'entreprise numéro 1 qui a un rendement de 10%, ce sera beaucoup plus rentable que de mettre dans l'entreprise numéro 2 qui a un rendement de capitaux propres de 8%. Donc, important d'utiliser ces ratios lorsqu'on veut investir dans son entreprise ou investir éventuellement dans une autre entreprise.
le ratio de couverture. L'idée ici, c'est de comprendre que la plupart du temps, les entreprises font appel à du financement extérieur et ces financements extérieurs sont rattachés à des intérêts à payer. On a également des frais bancaires à payer, donc l'idée c'est de savoir est-ce que mon bénéfice net permet de couvrir au moins ces frais-là, parce que dans certaines situations, en démarrage d'entreprise ou dans certains secteurs, il est extrêmement difficile de faire du profit. Les marges de profit sont extrêmement faibles. Donc, à un moment donné, on s'est dit, est-ce que pour le début, pour les premières années d'existence, je suis au moins capable de pouvoir payer mes frais d'intérêt et payer mes frais bancaires. Donc, est-ce que le bénéfice permet de couvrir ces frais-là? C'est le but de l'exercice à ce niveau. Naturellement, comme on l'a dit tantôt, le fait de pouvoir comparer ces ratios-là sur plusieurs années, ça permet de se rendre compte qu'au fil du temps, on est capable, si on n'était pas capable au départ de couvrir ses frais avec le bénéfice qui peut être nul, ou alors qu'on a réalisé des pertes, au fil des années, on peut se rendre compte que désormais, on est capable, deuxième, troisième année, on est capable de payer au moins ses intérêts et les frais bancaires, et éventuellement, la troisième ou la quatrième année, on sera capable d'avoir un bénéfice qui sera reparti ou alors utilisé pour faire croître l'entreprise. Le quatrième ratio de rentabilité qu'on peut également utiliser, ce sera vous décider si vous l'intégrez ou pas dans votre bulletin de notes, c'est le rendement de l'actif total. Donc ici, on calcule le bénéfice d'exploitation sur l'actif total moyen. Donc il est question ici de savoir les actifs dont je dispose, qu'est-ce que cela me rapporte. C'est toujours des ratios qui sont importants à calculer parce qu'à chaque fois, on essaie de voir c'est quoi l'effet de ce dont on dispose sur l'effet de ce dont on dispose sur le bénéfice obtenu par l'entreprise. Enfin, quatrième catégorie de ratios qu'on va présenter aujourd'hui, qu'on peut intégrer en totalité ou partiellement dans le bulletin de notes, c'est les ratios d'exploitation. J'exploite une entreprise et je dois payer des fournisseurs, j'ai des clients qui doivent me payer. Il faut que je m'assure que c'est une combinaison optimale. J'ai de l'argent que j'utilise pour avoir du stock. Est-ce que cet argent est utilisé de façon optimale? Donc, le ratio d'exploitation ou les ratios d'exploitation permettent de savoir si l'utilisation des fonds est optimale. Le premier que nous allons voir, c'est la rotation des comptes clients. Il est question ici de calculer le ratio du chiffre d'affaires net sur le solde moyen des comptes clients. L'objectif, c'est de valider est-ce que les clients payent à temps ou payent le plus rapidement possible. Parce que si les clients payent en retard, moi j'ai besoin de payer les fournisseurs, je pourrais être contraint d'aller emprunter et de payer des frais d'intérêt pour être capable de payer mes fournisseurs. Donc, idéalement, il vaut bien mieux que la rotation des comptes clients soit beaucoup plus élevée que le délai moyen de recouvrement, que le délai moyen de paiement des fournisseurs. Donc, important ici de s'assurer que l'argent qu'on dispose ou le chiffre d'affaires qu'on a réalisé n'est pas resté chez le client et qu'il a été récupéré le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça qu'on calcule ce ratio de rotation des comptes clients. Le deuxième, c'est le délai moyen de recouvrement. Le premier, on a dit, le chiffre d'affaires a été réalisé. Est-ce qu'il est encore chez le client ou il est déjà dans notre compte bancaire? C'est pour ça qu'on calcule le solde moyen des comptes clients, c'est-à-dire la proportion du chiffre d'affaires sur ce que le client nous doit. Le deuxième, je l'ai dit, c'est le délai moyen de recouvrement. En combien de jours j'arrive à recouvrer mes créances et clients. Dans certains secteurs, on n'aura pas besoin forcément de faire ces calculs-là parce qu'on ne fait pas le client, on ne fait pas de paiement à l'avance où les clients ne payent pas de façon différée. Dans un restaurant, par exemple, le délai de recouvrement
des comptes clients, ce n'est pas valable parce que en général, on ne fait pas de crédit. La personne qui consomme dans le restaurant, elle est obligée de payer sa facture. Donc, il va y avoir quelques cas isolés où il y a des contrats qui ont été négociés, mais de façon générale, c'est des ratios qui peuvent ne pas être utilisés dans certains secteurs. Mais si vous faites beaucoup, vous avez beaucoup de clients qui payent de façon différée, c'est important de calculer le nombre de jours moyens pour lesquels ces clients parviennent à vous payer. Je l'ai dit tantôt, ce délai-là a un impact sur celui des fournisseurs parce qu'autant vous avez des clients qui payent de façon différée, autant vous, en tant que client d'une autre entreprise, votre fournisseur peut vous donner la possibilité de payer de façon différée. Mais ce fournisseur qui vous demande de payer de façon différée vous impose un délai. Donc il faudrait que le délai que vous accordez à vos clients soit moindre par rapport à celui que vos fournisseurs vous accordent pour que vous ne soyez pas obligé de faire des emprunts pour être capable de payer vos fournisseurs parce que ces emprunts-là sont liés à des conditions et une des conditions, c'est le paiement des frais d'intérêt. Donc l'idée, c'est de s'assurer que si mon délai de recouvrement au niveau de mes clients est de 25 jours, que celui du paiement de mes fournisseurs soit éventuellement de 30 jours pour me laisser une marge de manœuvre pour être capable de récupérer les créances clients afin de payer mes fournisseurs. Le dernier ratio que nous allons visualiser aujourd'hui, c'est le ratio de rotation de stock. On l'a dit tantôt, le stock, lorsqu'on veut calculer le ratio de trésorerie, le stock n'est pas intégré, donc idéalement, il vaut mieux ne pas en avoir. Il faudrait que l'argent dont on dispose, que le stock roule suffisamment, parce qu'un stock qui est statique, qui ne roule pas assez, c'est de l'argent qui est mobilisé à l'intérieur de l'entreprise et ce n'est pas toujours la meilleure façon de faire. Donc, idéalement, il faudrait que le ratio de rotation de stock soit assez élevé. Le principe, c'est de prendre le coût des marchandises vendues et de diviser par la valeur moyenne des stocks. Donc, plus il est élevé, plus ça donne l'indication que les finances de l'entreprise sont utilisées de façon optimale. Parce que si vous immobilisez de l'argent dans le stock, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, pour résumer sur cette présentation, nous avions pour objectif de préciser qu'il est important d'avoir un bulletin de notes pour une entreprise, et ce bulletin de notes-là, c'est vous qui le définissez, c'est vous qui intégrez les éléments qui vous semblent pertinents pour pouvoir évaluer, observer l'évolution de votre entreprise et pouvoir agir. Donc, une des façons de faire, on a vu dans les autres vidéos qu'on avait des obligations légales en matière de production des états financiers, mais ici, en termes de comptabilité de gestion, c'est à vous de définir quels sont les ratios pertinents. Ce n'est pas une obligation c'est pas une obligation légale en matière d'impôt, en matière de fiscalité, c'est vraiment à vous de définir. Ça peut être une obligation lorsque vous avez besoin de financement pour un bailleur de fonds qui va calculer ces ratios-là, mais c'est toujours mieux pour vous de pouvoir anticiper, de faire vos propres calculs et d'être sûr que le jour où vous présentez devant un bailleur de fonds qui ne va pas vous dire que vous n'avez pas droit à l'emprunt ou que votre taux d'emprunt sera élevé parce que certains de vos ratios sont très élevés. Si vous découvrez le ratio, la valeur, le résultat des ratios en même temps que le banquier, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc, il faut se définir ces règles à la base, observer au fil du temps, s'ajuster lorsque c'est nécessaire. Et la meilleure façon de le faire, ce n'est pas d'agir en termes de valeur absolue, c'est d'agir en termes de valeur relative en calculant les ratios. On a vu les 4 catégories qui peuvent être éventuellement en totalité ou partiellement intégrées dans ce qu'on pourrait appeler le bulletin de notes de l'entreprise. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Merci encore de continuer de nous écouter. Il nous fera plaisir de répondre à vos préoccupations de façon générale et éventuellement, comme nous l'avons toujours dit, de pouvoir répondre aux questions d'un groupe organisé afin de leur faciliter la compréhension des vidéos que nous présentons. Merci encore et au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Bonne journée.